Bien, merci à vous donc d'être présents et nombreux pour cette journée et cette première table ronde consacrée aux agriculteurs en régime numérique. Alors, pour introduire un petit peu cette première table ronde, ce que l'on peut dire pour débuter, que l'on parle d'identification électronique des animaux pour un suivi individualisé, de télédétection des maladies sur les cultures pour des traitements de précision, de caméras haute définition pour une surveillance à distance, mais aussi de forums de discussion technique, de réseaux sociaux. Le numérique semble faire sa révolution dans l'agriculture. Il semble donc s'introduire à toute vitesse dans l'agriculture et avoir des conséquences importantes et produire manifestement des bienfaits économiques d'abord, en permettant une réduction des intrants chimiques et de ce fait des bienfaits pour l'environnement, mais également une amélioration des conditions de travail pour les agriculteurs grâce notamment à des robots qui peuvent permettre aux agriculteurs donc de réduire la pénibilité. Au-delà de ce décor a priori idyllique et de l'enthousiasme que suscite l'introduction du numérique chez les agriculteurs, l'objet de cette table ronde, c'est de faire un inventaire des connaissances et des expériences conduites dans l'agriculture et donc d'essayer de soulever des enjeux qui nous concernent tous. Alors, pour introduire ces échanges, je vais éviter d'être trop longue, nous avons choisi donc de proposer une première table ronde qui va être dédiée aux agriculteurs et aux changements dans les pratiques des agriculteurs. Alors, pour donner quelques interrogations, quelques questions qui nous ont amenés à nous réunir les uns et les autres. De quoi parle-t-on d'abord quand on parle de numérique? On va essayer de faire un petit inventaire. Qui est concerné par le phénomène? À qui cela profite-t-il? Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien chez les agriculteurs? Et dans le détail, est-ce qu'on peut distinguer de la diversité dans les usages du numérique qui révélerait une diversité au sein même du groupe des agriculteurs? Entre opportunités offertes par ces nouveaux outils et soumission à des changements qui s'imposent de l'extérieur, comment est-ce que les agriculteurs se positionnent? Enfin, est-ce que ces outils contribuent à l'investissement d'agriculteurs en dehors des réseaux et des organisations instituées dans l'agriculture? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, on a réuni autour de cette table différents interlocuteurs qui s'intéressent ou qui participent à l'entrée du numérique dans l'agriculture. Alors, je vais faire un bref tour de table et je leur laisserai la parole ensuite. Alors, à ma gauche, donc, Florian Breton. Vous êtes, après 7 années passées dans l'audiovisuel, vous avez débuté votre carrière ainsi, vous avez créé en 2014 la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation, la plateforme Mimosa, dont vous nous parlerez plus en détail tout à l'heure. David Large, vous êtes vigneron indépendant et sommelier conseil. Vous êtes, je vous cite, vous vous autoproclamez ambassadeur d'une certaine vision du vin, du Beaujolais et de la vallée du Rhône. Vous tenez un blog depuis 2012 et vous êtes utilisateur de différents réseaux sociaux. Nathalie Joly, vous êtes sociologue, vous êtes enseignante à AgroSup Dijon, vous avez travaillé sur les transformations du métier d'agriculteur face aux évolutions du marché, des techniques et de la réglementation. Vous vous êtes particulièrement intéressée à la circulation de l'information et à la traçabilité et vous avez contribué à l'ouvrage collectif que j'ai ici, dirigé donc par Aurélie Laborde, qui doit être à la librairie, que vous pouvez
consulter et acheter, qui s'appelle TIC et agriculture, sous-titré Appropriation des dispositifs numériques et mutation des organisations agricoles. Denis Lézé, vous êtes agriculteur et plus précisément producteur de semences de maïs, semences potagères et de céréales. Vous êtes également élu à la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire et responsable aux jeunes agriculteurs 49. Vous êtes administrateur du forum Agricool, dont vous allez également nous parler un peu plus longuement, et utilisateur de différents réseaux sociaux. Enfin, Hervé Pillot, à ma droite. Vous êtes donc exploitant agricole, éleveur en particulier, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Vendée et vice-président de la FDSEA de Vendée. Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et vous, en particulier celles qui sont applicables à votre métier. Et vous avez sorti récemment un livre que j'ai ici aussi, qui est également disponible à la librairie et qui s'intitule Agronumericus, Internet et dans le pré. Bien, les présentations étant faites, peut-être qu'on peut commencer donc à échanger et à essayer de poser un petit peu de quoi on parle quand on parle de numérique en agriculture. Alors peut-être Nathalie Joly, pourriez-vous nous faire un petit point de départ pour qu'on puisse saisir de quoi on parle quand on parle d'agriculture et de numérique en agriculture. Très bien, bonjour à tous. Je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de chiffres, je vais simplement dresser un très bref panorama avec une toute petite mise en perspective historique. Quand on parle d'agriculture numérique, on peut remonter à l'ère pionnière des années 80. Bon, bien sûr, on pourrait remonter à l'après-guerre également, puisqu'on utilisait déjà des techniques d'automatisation du traitement des données dans les CETA, par exemple, pour ceux qui ont connu cette période. Donc, années 80-90, c'est l'ère pionnière. On entre dans l'informatique par la comptabilité principalement, et les progiciels, et le Minitel, la télématique. Qui est concerné? Alors, ce sont des profils d'agriculteurs un peu qui se caractérisent par leur âge, plus jeunes que la moyenne nationale, leur niveau de formation. Beaucoup ont des affiliations professionnelles. La taille et les secteurs d'activité sont marqués. Au départ, ça démarre dans l'élevage porcin. La céréaliculture, la viticulture, l'élevage laitier. J'ai beaucoup travaillé sur l'élevage laitier, en fait, à rapidement rattraper les autres productions en matière d'automatisme et de connexion. On en reparlera. Il y a aussi un peu des effets de territoire. Il y a des territoires pour lesquels il y a des politiques publiques, des soutiens, des organisations professionnelles qui font que ça démarre plus vite que d'autres. Première, donc l'ère pionnière. Deuxième temps, il y a un décollage qui se déroule dans les années 90-2000. Ce décollage, il est dû à une diversification de l'offre numérique. Il est surtout accompagné fortement par les organisations professionnelles, tout l'appareil de développement. Donc on s'approprie des techniques, l'informatique, les logiciels d'aide à la décision, mais souvent pas tout seul. Il y a des formations, il y a des groupes. Dans les groupes de développement agricole, par exemple, on peut avoir des moments où on travaille plus sur l'informatique. Et enfin, pour aller très vite, troisième ère qui est celle que l'on vit actuellement, c'est l'explosion tous azimuts. Et la grande, alors qu'on avait plutôt une appropriation collective et accompagnée dans le premier cas, dès qu'on arrive sur l'Internet, on a beaucoup plus de démarches individualisées ou de démarches qui prennent un peu leur distance. On le verra avec Agricool, des choses qui fonctionnent par forum. Il y a plein de créativité en termes d'usage de l'Internet et des usages beaucoup plus individualisés. Alors, l'enquête à laquelle a fait référence Caroline s'est déroulée dans le pays, dans la région Aquitaine,
Je vous donne quelques éléments pour caractériser un petit peu plus. Ça date de 2010 pour voir qui est concerné par l'agriculture numérique. Alors, si on regarde l'équipement de base, c'est-à-dire l'utilisation d'un ordinateur, téléphone portable, mobile, donc, on a en gros 60 dans cette enquête. Il y a eu 500 agriculteurs d'enquêtés. On a 50% des usages ordinateurs à des fins professionnelles, mais un niveau d'équipement bien supérieur dans les foyers de 74%. Ce qui est intéressant peut-être à souligner ici, c'est de voir que 50%, à peu près des exploitants enquêtés sur 5 filières de production déclarent qu'ils font tout sur le papier. Ça amène un peu à relativiser la montée de l'informatique et du numérique et d'autres usages donc, dans l'agriculture. Et parmi ces 50% qui déclarent utiliser principalement le papier, il y en a une bonne part qui ne souhaitent, qui n'envisagent absolument pas de s'informatiser. Alors, plutôt des personnes âgées qui pensent qu'en général, voilà, ils vont continuer jusqu'à la retraite comme ça et n'intègrent pas donc les nouveaux outils qui sont à la disposition. Alors, j'ai souligné les usages individualisés. On va regarder, je pense, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous décrire. Vous allez avoir une palette d'usages. Et puis ensuite, ce que je vous proposerai, c'est plutôt une analyse des effets de ces pratiques, du point de vue je suis sociologue du travail, donc ça m'intéresse énormément de comprendre comment on travaille. Quelles sont les permanences, quels sont les changements, avec de nouveaux outils qui permettent effectivement de traiter autrement l'information. Simplement pour finir mon petit panorama, le bureau type de l'agriculteur, si on regarde les plaquettes, si on regarde les communications vidéo, il y a un équipement formidable, très, très complet, et l'agriculteur, à l'instar d'un entrepreneur, gère de bout en bout ses productions via une série d'outils informatiques et d'indicateurs. Ça, c'est le bureau type, idéalisé peut-être en partie, ça sera peut-être le bureau de demain, mais quand on va enquêter sur le terrain comme je le fais, le bureau type d'exploitants, d'éleveurs, laitiers, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de polyculteurs, voire des céréaliers spécialisés. C'est beaucoup plus complexe, plus brouillon, plus tâtonnant, plus intéressant quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que du pilotage par indicateur. Il y a une mixité de données, on y reviendra peut-être, d'outils de données. C'est moins maîtrisé peut-être qu'on ne le laisse à croire, mais c'est aussi très intéressant. Donc mon approche, c'est de rendre compte un peu de ces réalités du travail. Bien, merci Nathalie pour ce petit détour historique. Alors peut-être qu'effectivement on peut rentrer dans la réalité de votre quotidien d'agriculteur. Donc peut-être Denis Lézé, si vous pouvez nous parler de votre propre équipement, de quoi vous disposez quand on parle de numérique, à quoi ça fait référence dans votre quotidien? Donc, bon, il n'y a rien d'exceptionnel chez moi. Comme beaucoup de monde ici, donc j'ai un ordinateur à la maison, j'ai un smartphone, une tablette. Alors pour l'anecdote, j'ai eu à la maison étant petit un ordinateur avant d'avoir une télé. Mon père faisait partie des pionniers des années 80, je crois que je reconnais assez bien la définition. Il faisait de la compta, il sort de l'ESA, donc peut-être le niveau d'études un petit peu supérieur. Donc voilà, donc il y a eu la compta très tôt chez nous. Donc aujourd'hui, au niveau de l'utilisation du numérique, on va dire numérique Internet, bon, on a plusieurs choses. Bon, tout d'abord, par exemple, comme tout le monde, les recherches générales. Dès qu'on a une question, Google est notre ami. On regarde beaucoup la météo, un outil très simple, la météo sur Internet pour planifier nos travaux. On a par exemple Télépac, forcément, en télédéclaration. Un autre outil, donc la MSA, pour déclarer nos salariés temporaires qu'on embauche pour le maïs. Et puis, en utilisant plus, on va dire, logiciel, entre parenthèses, donc évidemment la compta toujours. Et puis, en l'occurrence mes parcelles, donc un outil d'enregistrement de pratique
et de pilotage, entre autres de fertilisation. Mais bon, ces outils sont très très complets, on peut faire beaucoup de choses avec. Au niveau matériel agricole, j'ai envie de dire, je n'ai qu'une barre de guidage par GPS toute simple, sans autoguidage ni rien du tout. Et je suis un petit peu tiède à aller vers... Enfin, je n'utilise pas, on va dire, tout ce qui est carte satellite, Farmstar et compagnie pour l'agriculture de précision. Vous pouvez nous... C'est assez complexe, comme l'agriculture de précision, c'est sûrement très intéressant, c'est assez complexe à mettre en route. L'anecdote de Farmstar, je suis de Farmstar, mais c'est que des fois les cartes arrivent un peu tard, donc bon, des fois, ça m'embête de tout reposer sur le numérique. J'aime autant consacrer du temps à aller sur le terrain que de compter trop sur le numérique pour certaines parties de mon métier. Ok, merci. Peut-être vous, David Large, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre niveau d'équipement quand on parle de numérique, à quoi ça fait référence dans votre quotidien? Déjà, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Dans mon quotidien, j'ai 2 activités. Je suis sommelier pour une maison de la vallée du Rhône et vigneron indépendant. J'essaie de revenir un peu aux bases, de ne pas trop être prisonnier du numérique. Donc j'ai juste un smartphone et un ordi pour faire des choses plus appliquées. Voilà. Et mon appareil photo. C'est pour ça que je tiens un blog, en fait. C'est pour reprendre en main l'image de mon appellation et de ma région. Donc je le tourne à ma sauce. Je ne regarde pas trop ce que les autres font. Je m'inspire de d'autres domaines comme la musique ou la littérature, la poésie. Et donc ça, c'est juste pour ma communication. Et c'est assez personnel. Donc je donne des choses des fois perso en information. Pour tout ce qui est du matériel, par contre, juste agricole, je reviens vraiment aux fondamentaux. J'aimerais revenir au cheval. J'ai que 3 hectares de vignes, hein, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. Donc je ne peux pas pour l'instant. J'ai réinvesti sur des vieilles griffes et des vieux socles pour travailler le sol, parce que je travaille mes vignes en agriculture biologique. Et pour les traitements, c'est beaucoup l'aide de mes parents qui sont en retraite. On a un petit peu de matériel, canon, tracteur. Et je reviens à l'atomiseur à dos, ce qui est le plus pénible, mais le plus efficace pour moi. Voilà. Et alors du coup, vous nous avez un peu parlé de votre blog. C'est peut-être l'occasion de nous dire pourquoi vous l'avez mis en place, quels étaient les objectifs, qu'est-ce que vous en faites exactement, à qui vous vous adressez? Alors c'est un peu brouillon au départ. En 2012, quand je le mets en place, c'est juste parce que mes parents arrivent en retraite. Et on va dire que pour éviter d'arracher les derniers hectares qui nous restent, je vais reprendre les 2 hectares qui traînent. Et puis je vais les passer en bio, on va voir, on va essayer. C'est vraiment un peu le désespoir. On va essayer, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Et, parce que j'étais installé avec eux avant, en tant qu'aide familiale. Donc j'ai vu les choses évoluer, si vous voulez, dans le village en général. On a démarré en 2001, on était 15 vignerons. On n'est plus que 2 là où j'habite. Donc ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et j'ai vu tout ça changer. Donc en 2012, j'ai dit, tiens, je vais tenir un blog, je vais essayer, je vais voir. Je vais faire des photos de ce qui bouge, ça me fera des souvenirs. Ensuite, je vais écrire ce que je vis. Et puis au départ, j'ai que 2 ou 3 connexions, c'est-à-dire ma mère, ma tante et ma grand-mère. Voilà. Ça a pris de l'ampleur petit à petit, parce que je fais de la photo en amateur. Il y a des choses où j'ai eu des prix par hasard. Donc ça a fait un peu de pub, et la presse appelle la presse. Et puis voilà. Et donc dernièrement, juste l'impact que ça a eu, on m'a appelé juste pour le magazine Express, pour faire une critique de film, le premier cru. Donc c'est une grosse surprise, parce que j'envoie tout ça de ma chambre, en me disant ça, personne ne va lire. Et ce qui est super marrant maintenant, c'est que dans mon village où il ne se passe rien, je reçois des mails des gens de Boston, du Japon. Voilà, j'envoie des petits bouts, des petits avions en papier, j'appelle ça. Des fois, ça touche. Et puis, voilà, du coup, c'est vraiment... je mets beaucoup de spiritualité maintenant dans ce que je fais, de hasard aussi, dans l'agriculture. Enfin, mes grands-parents et mes parents sont toujours aussi sensibles à la spiritualité, on en parle de moins en moins, alors qu'on est de plus en plus branché numérique. Mais du coup, je vois que ça touche des gens dans le monde entier. Et je reçois, ça faisait au moins... je crois que ma mère n'avait jamais vu un vrai japonais, en vrai. Donc j'ai reçu des sommeliers japonais, des gens de Suède, des étudiants, juste pour voir ce que je bricolais dans mon coin, parce qu'ils avaient vu les photos. Ils voulaient juste goûter le vin. Et puis voilà, je les balade et puis je leur raconte juste ma vie de gamin, en fait. Hein. C'est pas, voilà. Ça peut être très personnel sur des choix de musique que j'écoute.
Et je compare beaucoup le vin au rap en général, le vrai rap. Voilà. Et donc je m'inspire de ça. Et puis ça touche de plus en plus de nouveaux consommateurs en fait. Des gens qui sont plus bière à la base. Je travaille dans un bar à bière où les gens ne sont pas stressés de venir même à 16, 17, 18 ans, venir choisir plein de bières. Ils sont toujours très stressés du vin. Donc du coup, ça m'arrange de décomplexer tout ça. Même des fois avec des textes un peu vulgaires, je m'inspire d'autres écrivains. Et puis ça débloque plein de situations. Et puis ça amène une jeunesse aussi à venir consommer. Parce que la génération de mon père, ses clients, enfin malheureusement, ils ne viennent pas acheter chez moi. Il y a une vision très tradie. Ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt ma génération, celle qui va avoir du pouvoir d'achat plus tard. Si je peux les sensibiliser au vin, voilà, ça me sert à ça. Puis je verrai où ça va, je ne sais pas. On verra ce qui va germer de tout ça. Donc finalement, plutôt au départ, comment dire, des pratiques liées à votre environnement proche, en fait, familial, et puis progressivement, vous élargissez le réseau et il y a une dimension commerciale derrière. Mais c'est pas ce qui a guidé votre le point de départ de ce blog, quoi. Non, au départ, c'était juste pour un peu rendre... C'est un peu bête, hein, c'est un peu juste pour rendre hommage un peu à ce que j'ai connu. Et je fais bien la différence depuis que je suis gamin entre le savoir-faire et le faire savoir. Je voyais bien la différence sur les salons des vins où les gens sont très à l'aise pour expliquer. Souvent, des fois, on n'a même pas affaire aux vignerons. Et il y avait vraiment un succès commercial. Et à côté, nous, on était un peu plus timides. Et on est un peu... Enfin, mon père est un vrai paysan, donc vous ne pourrez pas le prendre en photo. Et il est plutôt assez stressé. On peut parler technique, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Et donc, du coup, c'est juste... Enfin, c'est une espèce d'estocade, voilà, pour rendre un peu le coup. Des fois, on ne nous a pas écoutés, on n'est pas venu au stand parce qu'on n'était pas assez avenant, quoi. Voilà. Ok, merci. Peut-être je peux vous donner la parole, Denis Lézé, pour que vous nous disiez, quels usages vous faites du numérique, au-delà de la description de l'équipement que vous nous avez fait, et peut-être nous parler un peu plus de ce que c'est qu'Agricool. J'ai dit que vous étiez administrateur donc, de ce forum. Donc voilà, si vous pouvez nous dire de quoi il s'agit. Donc voilà, en termes de numérique, on va dire du coup plus communication ou échange. Donc je suis effectivement administrateur du forum Agricool et donc j'utilise un petit peu Twitter là, depuis 1 an ou 2. Donc Agricool, c'est un tout petit forum internet, on va dire spécialisé dans l'agriculture de conservation. Donc c'est une volonté politique de rester très très centré, enfin, c'est un sujet précis. On ne veut pas être généraliste. Il y a d'autres forums agricoles généralistes qui fonctionnent très bien. Nous, on a fait le choix de rester entre nous. L'exemple tout simple, hein, typiquement le débat labour non labour qu'on peut retrouver sur des forums généralistes. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est là pour du non labour. Voilà, donc ceux que ça leur plaît, bah, ils restent. Ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ont envie de labourer, bah, tant pis pour eux. Voilà, vraiment, chacun libre. Mais à un moment ou à un autre, je crois que c'est important d'avoir des espaces un peu réservés ou préservés, je ne sais pas. Donc l'histoire d'Agricool, c'est tout bête. Hein, c'est donc deux copains, de jeunes. Alors, à l'époque, un jeune agriculteur et un futur agriculteur. Qui étaient, je suppose, dans leur salon, dans leur chambre, sur des forums internet plutôt généralistes ou plutôt branchés gros tracteurs, ferraille et compagnie. Et puis ils cherchaient les infos, des débats sur le non-labour, et puis on leur a sûrement dit ouais, vous nous embêtez avec vos histoires. Et du coup, ils se sont dit on va créer notre truc, quoi. Et alors je suppose qu'au début, il devait être 2 ou 3. Mais ça a pris, la mayonnaise a pris. Et aujourd'hui, alors c'est très compliqué les forums hein, parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, pas forcément. Enfin, le nombre d'inscrits n'est pas toujours représentatif de la taille du forum, mais que voilà, on reste un petit forum. Et je suppose que tous ceux qui viennent chez nous ont fait comme moi, ils ont cherché sur Google des informations sans nom labour. Souvent, on tombe assez facilement sur le forum. Et moi, je suis tombé là-dessus. J'ai vu des gars, des retours d'expérience, des gars qui faisaient des trucs incroyables. Alors c'était il y a 7 ans, là, en 2006-7 à l'époque, le Agricool a 10 ans. Les gars qui mettaient des photos, qui faisaient du SMIC direct sous couvert dans des couverts d'1,50 m de haut, des trucs qu'on ne voyait jamais. On s'imaginait à peine que c'était possible. Ça, du coup, tout de suite, ça vous dit ah tiens, ça ouvre des perspectives. Ça, du coup, ça plaît, on reste, on échange, voilà. Bon. Et puis, au-delà de l'agriculture de conservation, souvent les membres du forum deviennent des copains, alors des copains plus ou moins virtuels ou plus ou moins réels, mais souvent, c'est des gens que, comme on discute beaucoup avec eux,
on sait à quoi s'en tenir. On parle beaucoup de la fiabilité des choses qui sont dites sur Internet. Moi, je pense que dans notre petit réseau, on peut avoir confiance globalement les uns envers les autres. Et puis voilà, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Et alors, ces personnes-là qui mettaient des photos qui vous permettaient de voir qu'il y avait des possibilités de changement de vos pratiques, en fait, ils étaient où? Ils étaient installés où? Vous avez parlé de relations virtuelles qui passaient à des relations réelles. Donc, comment ça se passe concrètement Donc, en gros, les membres d'Agricool sont dans tout l'espace francophone. On a 2 Québécois, on a des Belges, on a 1 ou 2 expatriés en Roumanie, en Hongrie, et puis évidemment beaucoup de Français. Et souvent, on retrouve sur Internet ce qu'on ne trouve pas localement. Bon, aujourd'hui, on va dire tout ce qui est agriculture de conservation, non-labour, il y a des choses, des réseaux qui se sont montés locaux. C'est installé dans les campagnes. Il y a 10 ans, c'était déjà plus difficile. Et on retrouve dans son salon des gens à l'autre bout de la France qui ont les mêmes questions ou des réponses à nos questions, des points communs. Et du coup, c'est très très facile d'avoir des infos, quoi. Ça rapproche, en fait, c'est ça? Alors pour parler virtuel réel, souvent, se contenter à regarder des photos sur Internet, c'est bien joli, c'est bien gentil. Bon, les photos, souvent, moi le premier, hein, on fait d'abord ce qu'on réussit en photo, pas toujours nos échecs. Donc il y a souvent beaucoup de belles photos. Mais c'est quand même vachement sympa de régulièrement se retrouver, aller visiter la ferme d'un gars, voir ce qu'il fait, voir ses champs, et puis évidemment c'est souvent autour de la table qu'on apprend le plus de choses, quoi. Oui, on voit que ça change des choses, le numérique. Quand on a préparé la table ronde, vous m'avez dit soit vous avez un voisin qui est innovant, soit vous avez eu la chance de faire un voyage à l'étranger pour voir un super truc, mais sinon vous êtes un peu coincé. Et effectivement, les forums, ça permet de rapprocher les individus, puis de créer, comme vous disiez, des espaces un peu réservés. Mais on voit effectivement qu'il y a des choses qui ne changent pas d'une certaine façon. Avec l'usage du numérique, vous nous disiez que ça n'exclut pas que vous vous rencontriez, que vous regardiez ensemble, que vous discutiez. Alors peut-être une petite question à Nathalie sur ces questions de ce qui change et ce qui ne change pas. Est-ce que le regard du sociologue peut voir effectivement des permanences et peut-être de la mixité entre des usages par exemple du papier, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, et puis de l'outil informatique par exemple? Oui, il y a des éléments de réponse qui ont été donnés dans les témoignages. On voit qu'en même temps qu'on utilise des outils qui permettent de communiquer à distance, de traiter beaucoup d'informations, éventuellement d'être très pointu dans la prise de décision avec une pléthore de données. Dans le même temps, vous avez dit, je ne veux pas être trop prisonnier, je veux revenir ou retourner aux fondamentaux, faire le tour de plaine pour monsieur. Vous avez évoqué, pareil, l'attachement au cheval, ou en tout cas des pratiques d'observation ou des pratiques qu'on pourrait qualifier d'anciennes, sinon traditionnelles. Donc, c'est ce qui est intéressant de voir l'hybridation entre des technologies, mais aussi un appel à de l'autonomie. Alors la question, dans les analyses qu'on a pu faire sur la montée de l'informatique dans les exploitations, ce qui est souvent souligné, c'est qu'on va privilégier l'observation, le traitement d'informations, la surveillance. Et donc ça va un peu permettre un déplacement d'activité vers l'amont, où on va prévoir, planifier davantage, programmer un peu les choses et prendre des décisions plus mûries sur la base des résultats de l'année précédente, d'une campagne précédente, où de fait, avec un agenda, on pouvait faire à peu près la même chose, mais simplement avec l'informatique. Ça va plus vite quand on fait les totaux. Et maintenant, avec l'informatique aussi, on a des simulations. Donc, on a des propositions. Mes parcelles, par exemple, ça suggère des hypothèses. On peut faire des scénarios.
d'optimisation en changeant telle et telle variable. Donc on a plus d'éléments pour travailler en amont. Ce que je voulais souligner, c'est qu'à la fois, il y a bien dans le discours ici, on voit qu'on arrive à hybrider, mais quand même très souvent, dans la conduite même de l'activité, c'est-à-dire dans l'immédiateté, quand on est en train de faire, quand on est en train de travailler, on est totalement équipé. Donc dans l'ordinateur, sur votre tracteur a priori, vous n'avez pas embarqué, vous avez des choses simples, mais voilà, vous pouvez avoir quantité d'informations avec les GPS embarqués, avec tout ce qui est informatique embarqué. Robot de traite, une information immédiate. Une vache passe, vous savez exactement quel est le lait, la qualité du lait. Vous avez énormément d'indications, que ce soit robot de traite ou même sans le robot aussi. On dispose vraiment de beaucoup de données sur la production en train de se faire. Et donc ça change. C'est pas seulement en amont, c'est dans l'activité même. Alors je ne sais pas si... J'aimerais votre réaction d'ailleurs sur ce... Est-ce que vous le vivez comme ça ou est-ce que de fait il y a encore le regard qui se pose sur les troupeaux, qui se pose sur la vigne, qui se pose sur une parcelle où on se détache de l'outil pour avoir une vision d'ensemble et une appréciation sans les chiffres. C'est-à-dire qu'on peut analyser le métier d'agriculteur à l'envers, une prégnance du calcul, une permanence du calcul, mais on peut aussi imaginer qu'on allie calcul et sens, d'autres sens, et que c'est le résultat de la combinatoire d'une calculatoire maintenant de plus en plus complexe. On a beaucoup de bases de données, mais aussi du regard, du toucher, de la dégustation, j'imagine, pour le vin, qu'on peut réussir à vivre sa vie d'agriculteur. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Enfin, je ne sais pas si... On fait un métier agriculteur, viticulteur, on travaille avec du vivant. Donc, tout faire sur ordinateur, ce n'est pas possible. En plus, l'informatique, ça ouvre il y a énormément de possibilités. On peut avoir des données partout, des applications, des machins. Alors, ça demande des compétences extraordinaires. À un moment ou à un autre, même moi, je suis dépassé. Donc je crois que non, à un moment ou à un autre, c'est une aide, l'informatique, mais stop, quoi. C'est une aide, point. Si l'agriculteur ne met pas ses bottes au printemps pour aller voir ses blés ou ses vaches, ou s'il ne va pas au cul de ses vaches et que c'est le robot qui fait tout, ça ne marche pas. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une réponse. Ça valide. Non, je suis d'accord. De toute façon, on fait des métiers manuels. On ne pourra pas tout remplacer avec le numérique, même si j'en discutais avec ma prof de Viti sur Mâcon, qui elle était un peu dépitée, je pense, résignée sur les maladies cryptogamiques, par exemple, dans les vignes. On pense déjà à des applications où il n'y a même plus besoin de se présenter un examen en épluchant toutes les maladies, les symptômes. Juste le smartphone fera la photo et on aura juste à flasher. Moi, je trouve pas ça... Enfin, je trouve ça intéressant, on gagne du temps, parce que peut-être c'est ma génération, mais je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais on peut automatiser beaucoup de choses. Je discutais, parce que mon métier, du coup, aussi de sommelier en Vallée du Rhône, me permet de rencontrer des gens du monde entier, et je discutais avec une vigneronne propriétaire de 12 hectares en Afrique du Sud, qui, elle, est tout le temps connectée et essaye d'être le plus numérisée possible. Et je rencontre aussi d'autres vignerons en Nouvelle-Zélande ou Australie, qui, eux, passent tout par les chiffres, les analyses. Il y a presque plus de dégustation, en fait. On se base que sur les chiffres, les photos, les analyses, et puis on ne fait pas gaffe vraiment au ressenti, à la sensation. Donc je pense qu'on arrivera à le perdre petit à petit, à perdre ce côté... non, c'est un peu désespérant ce que je dis là. Pardon. Disons qu'il y aura les deux mondes. Voilà. Il y a ceux qui veulent revenir au terroir et à la sensibilité. Et je pense qu'avec le numérique, on pourra aller très très loin bientôt, je pense. Vous voulez réagir, Hervé Piot? Oui, un peu, parce que il commence à me faire flipper. Pourquoi? Parce que je pense qu'on regarde ça avec un œil comme si, c'est la remarque que je faisais à Caroline, que vous étiez sur la retenue.
faut pas être sur la retenue comme vous êtes. Le monde a changé. Le monde, il a définitivement changé. Le numérique ne s'adapte pas à la société, c'est la société qui va s'adapter au numérique. C'est fondamental. Je ne sais plus si c'est Denis ou David qui a dit tout à l'heure que le lien direct, le lien in real life était important, mais c'est le numérique qui l'emmène, c'est toi qui l'as dit. Quand tu es l'approche, le rapport au spirituel que tu as avec les Japonais, tu ne l'aurais pas sans le numérique. Donc c'est bien le numérique qui apporte ça. Donc ça apporte une nouvelle vision des choses, une ouverture considérable. C'est une autre vision. On ne peut pas réduire le numérique à de la technologie. C'est un changement anthropologique qui est en train de se passer. Et je pense que c'est fondamental. Et ça, il faut le voir avec beaucoup d'enthousiasme et surtout pas sur la retenue. Voilà, c'est la remarque que je voulais faire au niveau où on est. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Peut-être vous Pour corroborer un petit peu tes propos, justement, c'était mon propos introductif aussi sur cette partie-là. Je pense en effet que le numérique n'amène pas de révolution, mais plutôt une évolution sociétale, un nouveau paradigme aussi, c'est vrai, une nouvelle vision du monde. Je trouve que le numérique et l'innovation ne doivent pas être réduits finalement à la technologie, parce que les innovations et le numérique, c'est aussi du social, c'est de la création de liens sociaux, c'est aussi du marketing dans son approche, c'est aussi de la communication, c'est aussi des modèles d'affaires, des modèles d'usage. Et nous, en tout cas, à travers notre numérisation du financement des exploitations agricoles, ce qu'on défend aussi avant tout, c'est la numérisation aussi du lien social. C'est-à-dire qu'à travers les contreparties que nous proposons, et j'y viendrai tout à l'heure en parlant de Mimosa, vous pouvez peut-être, c'est peut-être l'occasion de qui nous sont des expliquer contreparties en nature, notamment des bouteilles de vin, des expériences et des services au contact des porteurs de projets, donc des exploitants agricoles. Ce que nous proposons aussi, c'est de créer du lien social, de travailler au renouvellement des générations, d'avoir des écoles d'enfants qui, dans le cadre de contreparties justement, qui soutiennent un agriculteur proche de leur territoire, se retrouvent au contact des porteurs et sont initiés au métier d'agriculteur, au métier d'éleveur. Et c'est exactement aussi cela que nous défendons à travers cette numérisation du financement, mais c'est le lien social qui est extrêmement important pour nous. Et tu en parlais tout à l'heure aussi pour toi, c'est une formidable fenêtre de partager tes valeurs, ta philosophie, ta manière d'appréhender le métier, et c'est aussi quelque chose d'assez remarquable. Alors peut-être tant que vous avez la parole, c'est l'occasion un peu de nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de Mimosa, pour que tout le monde sache bien de quoi il est question. Alors Mimosa, vous m'introduisiez tout à l'heure en disant que j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'audiovisuel, c'est vrai, juste avant chez Orange M6. Je suis issu d'une famille de viticulteurs du sud de la France. J'ai moi-même donc grandi et baigné dans ce milieu-là. Le constat que je faisais depuis quelques années, c'était en effet qu'il y avait une fragilisation de notre agriculture, bien évidemment pas toute l'agriculture française, mais une partie de notre agriculture avec une partie aussi de compression de marge, endettement, rareté des terres, renouvellement des générations, etc. Et puis il y avait aussi, parallèlement à cela, une montée en puissance de la prise de conscience citoyenne aussi, et une montée du désir à soutenir l'agriculture française, de soutenir notre ruralité, les territoires, notre diversité. Comment faire finalement, à part en achetant local ou national. Mon ambition était de créer aussi un outil qui permette de désintermédier d'une certaine manière l'engagement citoyen par le microfinancement et le porteur de projet. Donc notre métier, c'est de conseiller les agriculteurs qui nous sollicitent justement pour les accompagner dans l'illustration, la description de leurs projets, les contreparties bien évidemment qui sont toutes en nature. Donc ça peut aller de quelques bouteilles de vin à la privatisation d'un domaine viticole, privatisation d'une serre, une semaine en immersion dans la vie d'une chevrière. Voilà, c'est des contreparties aussi qui ont beaucoup séduit notre communauté. On les accompagne justement aussi dans la médiatisation de leurs projets afin de les mettre en relation avec une communauté de citoyens contributeurs, bien évidemment prioritairement locales. Voilà, c'est l'impact local qui intéresse énormément les gens qui contribuent à ces projets, mais évidemment aussi très national. Voilà. Aujourd'hui, c'était aussi ce que je voulais vous rappeler. L'agriculture, on le voit notamment avec cette journée, est vraiment en mouvement et on s'en félicite tous. La diversité aussi des interlocuteurs
des initiatives qui sont prises autour de l'agriculture, à la fois par les agriculteurs, mais aussi par des fonctions un peu support que nous pourrions représenter à travers le financement. Mais je pense notamment aussi à des jeunes entreprises comme Agriconomie, WeFarmUp, WeNat dans les capteurs, etc. est aussi une démonstration que l'agriculture française est entrée dans le mouvement du numérique et aussi d'une réelle évolution de métiers et de compétences. Nous, aujourd'hui, le constat aussi que je faisais, c'est que le financement participatif était malheureusement, depuis son lancement essentiellement en 2010, quasiment exclusivement dédié à la culture. Voilà, c'est 75% des projets portés en France. Notamment, vous avez peut-être en tête l'artiste Grégoire qui avait été financé par les internautes. Et l'agriculture, c'était 0,6. Donc il fallait aussi, notre approche a été de sensibiliser les acteurs. Donc notamment, je salue aussi nos partenaires, les chambres d'agriculture, la FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Bienvenue à la ferme, pour aussi travailler ensemble à cette co-construction d'un outil pour que ces derniers aussi et ces structures départementales et régionales œuvrent à la prescription, à la promotion et à la redirection des porteurs de projets en s'appuyant sur leur fine connaissance aussi des territoires. Et en travaillant avec ces acteurs-là, c'est aussi, je trouve, une excellente démonstration que notre agriculture est en mouvement, puisque ces partenaires se sont totalement emparés du sujet du financement citoyen en rejoignant notre aventure dès le départ. Alors quel rôle y jouent ces partenaires avec nous dans ce projet On nourrit une étroite collaboration à la fois sur le plan national, mais également avec chacun des territoires. Typiquement, si je prenais l'exemple des chambres d'agriculture, nous échangeons régulièrement avec les points accueil installation ou avec les conseillers d'entreprise qui eux-mêmes identifient des porteurs de projets. Alors certes, il y a une partie promotion autour du dispositif, dans les lettres d'information, mais également quand il y a un nouveau porteur de projet qui arrive sur un territoire, la Chambre souvent essaie de promouvoir ce porteur de projet. Mais les conseillers d'entreprise également prescrivent l'outil et redirigent des porteurs de projets vers notre site. Donc c'est une manière pour nous aussi, ce qui est totalement inédit même dans l'écosystème du financement participatif, de professionnaliser l'approche des projets que nous accueillons. On n'est pas juste sur un vertical à dire on travaille sur l'agriculture et puis on est seulement en contact avec des porteurs de projets, aussi, on est surtout en contact aussi avec la profession pour professionnaliser et porter ensemble les intérêts de notre agriculture et de l'agriculture de demain avec de réels porteurs de projets d'une certaine manière. Voilà. Et c'est une partie qui est extrêmement intéressante. Nous, pour vous donner juste quelques chiffres, depuis novembre 2014 et notre lancement, on a déjà franchi le seuil des 400 000 € collectés et accompagné 93 ou 94 porteurs de projets sur l'ensemble du territoire français. On prévoit pour cette première année de financer à peu près 550 000 €, donc ce qui est quand même plus du demi-million, et d'accompagner 130 porteurs de projets. L'année prochaine, c'est 700 porteurs de projets et 2,5 millions d'euros. Ce qui est très intéressant finalement dans cette chaîne de financement que nous organisons d'une certaine manière avec la solidarité nationale, c'est que c'est une chaîne de financement qui s'inscrit en complément essentiellement de la chaîne traditionnelle. Nous ne nous opposons pas. Donc c'est pour cela aussi qu'on travaille avec des partenaires. Nous ne nous opposons pas non plus au modèle bancaire traditionnel, puisque le financement participatif en don contre don, le projet moyen sur notre site, c'est 6 500 €. On ne fera pas tout, mais on apporte une dimension très citoyenne et très horizontale à la chaîne de financement existante. Et c'est extrêmement intéressant à la fois pour les acteurs existants et pour nos partenaires publics. Alors, comment ça se passe? Les porteurs de projets, ils viennent vous voir et puis ils ont déjà un accord bancaire et puis ils ont pour pas certains. assez, comment ça se passe? De temps en temps, on représente aussi une alternative, c'est vrai. C'est à peu près 40% des projets que nous accueillons dans les alternatives que je peux citer qui finalement peuvent se transformer en complément. On a eu une éleveuse en Champagne-Ardenne qui s'installait et qui a travaillé pendant 12 ans dans la fonction publique et qui s'installait en agriculture biologique et qui avait déjà pas mal d'endettement personnel, qui pouvait faire un peu d'apport en fonds propres sur son installation et qui avait besoin de 12 000 € complément de financement. Finalement, ça s'est transformé en une alternative puisque son dossier avait été refusé par les banques et puis elle s'est retrouvée en fin de collecte au bout de 45 jours avec 15 280 € et 230 personnes sur l'ensemble du territoire. C'est notamment elle qui proposait une semaine en immersion dans sa vie
pour 500 €, hébergement et repas compris. Je fais au passage sa promotion, même si son projet est fini malheureusement pour vous, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand elle est arrivée déjà à 8-10 000 €, il y a les banquiers qui l'ont reçue l'ont appelé pour lui dire: tu as fait la démonstration de ton marché, il y a quand même 230 personnes qui t'ont soutenu, des clients, des futurs clients, des entreprises locales. Donc c'est intéressant, côté RSE aussi, de l'entreprise qui finance. Et on est là pour la suite de l'histoire. Donc elle a créé son marché en venant plutôt de Normandie, en s'installant en Champagne-Ardenne. L'autre exemple où on a pu représenter au début une alternative, c'est que, c'est l'exemple suivant, une jeune éleveuse qui était dans le Lot, qui avait besoin de 35 000 € pour 5 hectares de prairies, s'est vu refuser aussi un crédit parce qu'elle ne remplissait pas encore les cases des JA prébonifiées. Il lui fallait 20% d'apport en fonds propres. Elle est venue les chercher chez nous. Donc il fallait 7 000 €. Elle a obtenu 8 000 € et c'est le Crédit Agricole localement qui a accompagné cette installation. Donc elle n'a pas dû attendre 2016. Et surtout, alors on accueille des porteurs de projets pour lesquels on représente un complément de financement pour 60% d'entre eux. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui, dans leur phase d'installation ou de développement d'activité, sont déjà accompagnés par l'État, par l'Europe, par les banques, et qui ont besoin d'un complément de financement, complément pour aussi capter toutes les vertus du financement participatif, c'est-à-dire non seulement, certes, la partie financement, la rapidité, mais aussi la notoriété, la communication, et faire des acteurs de son territoire aussi les acteurs de son activité. Quand on a une centaine de personnes qui soutiennent son projet, je peux vous garantir que derrière, ça crée une énorme appétence, un grand engouement autour du porteur de projet, puisqu'il a face à lui des gens qui seront fidèles à sa marque, à son activité, qui seront régulièrement chez lui parce que d'une certaine manière, c'est un petit peu leur exploitation, mais au bon sens du terme, il n'y a pas de prise de capital. Et puis ce seront des gens qui remplissent le rôle d'ambassadeurs et qui ramènent eux-mêmes leurs propres amis, leurs propres familles, leurs propres fournisseurs, ce qui est extrêmement intéressant et judicieux pour un porteur de projet de réaliser. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Je vois que le temps tourne. Il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser autour de la table ronde, mais on va peut-être ouvrir à la salle si certains d'entre vous souhaitent poser des questions à nos invités. C'est le moment. Je pense qu'il y a un micro qui doit circuler. La première question est toujours difficile à venir. Marche. Ma question est plutôt à Denis Lézé, justement. Vous parlez des forums et autres pour échanger sur l'agriculture. Et pour vous, quelles seraient les évolutions à attendre pour fluidifier l'information et l'échange au niveau agricole ? Alors, d'abord, donc Internet, c'est effectivement alors c'est pas un contre-pouvoir, mais c'est un réseau alternatif pour effectivement trouver de l'information. Ça ne représente pas tout le monde n'est pas à l'aise sur les forums Internet. Je pense qu'au niveau de la population agricole, on reste vraiment une minorité à aller sur ces supports-là. Donc après, comment faire pour que Internet soit encore plus vecteur d'information, on contribue plus. Je ne sais pas. Après, plutôt la question, c'est est-ce que les acteurs pas normaux, mais habituels, dire réels, comment peuvent-ils faire eux pour qu'on ait pas forcément besoin d'Internet pour aller trouver de l'info alternative, quoi. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées par Twitter, donc je vais quand même les poser. Alors, peut-être une question à Nathalie. On vous demande comment les agriculteurs travaillent-ils avec le numérique pour ne plus être isolés ? Alors, on a eu quand même des éléments de réponse un peu dans cette table ronde. Oui.
Alors, isolés, ça dépend de quel point de vue. Du point de vue de leur activité professionnelle, parce qu'il y a l'évocation aussi de l'idée qu'on est en contact aussi socialement. C'est le cas. Dans des petits villages du rural, c'est aussi une formidable ouverture que de pouvoir communiquer à l'étranger ou à l'autre bout de la France. Donc voilà, j'ai un peu alors, moi, ce que je voulais souligner, c'est que par rapport à ce qu'on entend, alors peut-être que c'est en lien quand même avec cette notion d'isolement, il y a eu 2 exemples, Mimosa et puis Agricool, où à chaque fois, c'est de l'innovation sociale et de l'innovation technologique, dans certains cas, agronomique en tout cas. Donc, c'est vraiment passionnant à suivre parce que l'innovation sociale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour qualifier les circuits courts. C'est-à-dire que c'est une reprise en main, c'est une recréation de liens sociaux autour de l'activité agricole et de la commercialisation des produits, autour de l'alimentation, in fine, qui permettent à des individus d'être dans des relations moins hiérarchiques, moins descendantes, rétablissant, alors ça peut passer par des médias, mais en même temps, bizarrement, ça recrée aussi du lien direct dans certains cas, parce qu'on peut finir par se rencontrer. Il y a des Japonais qui visitent le village du Beaujolais. Voilà, donc c'est ce qu'on entend par la notion d'innovation sociale. On fait société un peu autrement, communauté autrement, c'est le cas du labour agronomie. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, en termes de réflexion, alors de sociologues, mais aussi beaucoup de scientifiques, agronomes, vétérinaires, généticiens, etc., c'est que par rapport à un certain nombre de défis, on prend l'exemple de l'agroécologie, on voit typiquement que les modèles d'innovation qu'on a mis en place jusqu'à dans les années 2000 à peu près, on entend parler de co-conception aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pense plus la modélisation comme solution d'innovation pour l'avenir de l'agriculture. On parle beaucoup plus de co-conception et on fait un retour tout à fait intéressant par rapport à l'histoire sur le temps long de l'agriculture. On fait un retour sur l'exploitation. C'est au sein de l'exploitation, c'est dans les parcelles, c'est dans les étables qu'on pense et qu'on recherche des solutions entre agriculteurs et chercheurs. Et des fois, le sociologue s'introduit entre les zootechniciens, les éleveurs et puis les vétérinaires pour comprendre un peu ce qui se passe et comment on produit des savoirs, comment on confronte des manières de raisonner, de diagnostiquer et d'élaborer des solutions alternatives. Donc c'est un peu original, on est sur l'épuisement d'un modèle d'innovation qui était à haute dose, qui était dans la main, dans la sphère de la science essentiellement. Et aujourd'hui, on revient vers la notion de clinique, d'observation en situation. Et tous les travaux qui se font sur les évolutions de l'agronomie prennent appui sur des observations localisées et circonstanciées. Donc ça, c'est une belle... voilà, on a ces 2 dimensions et souvent elles sont connectées. Donc à suivre, parce que c'est un défi et une façon d'évoluer qui me semble assez intéressante en tout cas à observer. Bien, merci. Peut-être une dernière question avant de laisser le mot de la fin à Hervé. Une question qui s'adresse plutôt aux agriculteurs. Oui, il y en a sans doute encore d'autres. Le numérique vous fait-il peur? Alors, non, le numérique ne me fait pas peur. La technologie non plus, mais je ne la sacralise pas pour autant. Le numérique, la communication, moi je trouve que des fois c'est un peu c'est pas que c'est du vide, mais on entend, ça fait beaucoup de bruit Internet, mais bon, dans le final, est-ce que tout est intéressant? Ça, je ne sais pas. Et concernant la technologie, malheureusement, ça tombe en panne des fois. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai un beau tracteur avec de l'électronique, du confort, mais quand il fait un code erreur, et le matin, et qu'on est obligé d'appeler le concessionnaire pour débugger, et on n'a pas avancé de la matinée, quoi. Donc, je suis toujours un petit peu prudent.
Non, personnellement non plus, ça ne me fait pas peur, au contraire, ça me soulage. Je trouve ça encourageant. Comme je disais tout à l'heure, dans mon village, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, avec le numérique, voilà, il y a de l'interaction, ça donne envie de voyager, de rencontrer des gens, ça amène d'autres échanges. Après, je verrai, peut-être que je suis plus sensible à ça parce que je suis de la génération un peu télé, Nintendo, etc. Donc je suis habitué aux écrans et en tout cas aux prémices. Je verrai quand j'aurai un enfant, si jamais, comment je vais le prendre. Voilà, parce que je trouve que ça évolue vite aussi là-dessus. Voilà. Ça me fera un adversaire sur la Nintendo. Ok, donc peut-être je vais prendre une question. Oui, bonjour, Christiane Lambert. Je suis vice-présidente de la Chambre d'agriculture ici des Pays de la Loire, de la FNSEA. Je préside le fonds de formation Vivia et c'est à ce titre-là que je voulais interroger les personnes qui sont autour de la table. D'abord, féliciter pour la sincérité des témoignages et la pétillance des propos. C'est très agréable d'entendre parler de cette façon-là du numérique et des usages que l'on peut en faire. Au-delà de la technique, on voit qu'il y a beaucoup d'humains, également de stratégie, et ça c'est intéressant. L'outil reste un outil, mais il faut humaniser l'outil. Moi j'ai découvert ce sujet-là, je ne suis pas de la génération Nintendo, ça ne vous aura pas échappé, mais j'ai découvert les fonctionnalités extrêmement intéressantes et la façon d'élargir son cercle d'amis grâce aux réseaux sociaux notamment, et à partager ses idées, ses convictions, ses projets, à se ressourcer aussi. Et donc je trouve qu'on peut en faire un usage très intéressant. Ce que je vois par contre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des freins culturels et des freins techniques. Il y a des freins culturels parce qu'il se dit plein de choses sur Internet et ses défauts, aussi sur ses qualités, mais les défauts l'emportent souvent dans l'expression. Et moi, je constate un frein technique. Là, vous avez des jeunes autour de la table et un moins jeune, mais qui est un peu un cas spécial. Tout le monde n'est pas agronuméricus, excusez-moi. Je vois un vrai frein technique et ma question dans cet établissement, c'est en quoi la formation initiale et continue peut accompagner cette mutation, parce que je pense qu'il y aura mutation. Dans les années 60, il y a ceux qui ont enfourché un tracteur très vite, ceux qui ont pris une comptabilité très vite et ceux qui ont dit non, pas pour moi. Et malheureusement, quelquefois, quand on a pris du retard, on ne le rattrape pas toujours. Donc je vois des gens qui aujourd'hui, et dans une des expressions, ça a été dit, non, moi jamais. Dire non, moi jamais, quand on a 30 ans aujourd'hui, c'est pas possible par rapport au numérique, à l'envahissement de nos vies. La télédéclaration aujourd'hui devient même une obligation vis-à-vis de certaines administrations. On se prend au début des pénalités de retard, puis après on s'y met par obligation. Et donc je voudrais pouvoir dire que la formation peut aider. On met en place beaucoup de formations. Ça a beaucoup de succès auprès des agriculteurs, mais il faut aussi que nous-mêmes, on ait une façon d'en parler qui change un petit peu. Donc bravo pour la façon dont vous en parlez. Mais peut-être vous, madame, comment vous voyez l'apport formation, tant initial et continu? En fait, nous sommes deux enseignantes, deux sociologues dans des écoles d'ingénieurs. Donc moi, je suis à Dijon, à Gros-Sud Dijon. Et puis peut-être que Caroline, tu veux commencer peut-être, hein, parce que tu es la puissance invitante en plus. Oui, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit à moi de répondre à cette question. En tout cas, je pense que la question des compétences dont vous parlez est extrêmement importante. C'était aussi un angle qu'on voulait choisir pour aborder cette question-là. Alors, mais peut-être que toi, en tant que contributrice à l'ouvrage collectif là, qui a essayé de faire un panorama des usages du numérique chez les agriculteurs, il y a des choses qui ressortent sur les questions de génération, les questions de formation peut-être? Oui, je ne pensais pas tout à fait répondre dans ce sens-là. Alors, bien, il faudrait regarder, c'est vrai que moi je peux parler surtout sur l'enseignement dans les écoles d'ingénieurs. Je crois qu'il faut regarder, c'est très important, il se passe beaucoup de choses dans l'enseignement technique agricole, beaucoup d'innovations souvent, c'est très riche. Mais je ne peux pas en parler parce que je sais que souvent l'enseignement technique agricole est pionnier sur beaucoup de domaines, avant l'enseignement supérieur parfois, pour démarrer sur... donc à regarder de près, mais je pense qu'il y a une vigilance, il y a les enseignants en général utilisent, par exemple, on a des petits outils très simples comme Scoopit, moi je l'utilise pour mon enseignement, qui permettent de faire de la veille informatique sur un sujet donné. Donc on a des brèves pour traiter un sujet et ensuite c'est un support pédagogique. Alors moi je le fais, par exemple, j'ai un module avec un collègue qui porte sur les débats autour de l'agriculture durable et des territoires, l'alimentation durable et des territoires. Je lance un Scoopit et on identifie les sites
Et ensuite, il y a un travail d'analyse, de réflexion. Donc ça nous simplifie la vie parce qu'on a une vue sur le traitement médiatique que je peux mettre ensuite en tant qu'enseignante en perspective avec des choses un peu plus de fond, redonner des éléments plus chiffrés, factuels, corriger éventuellement certaines analyses, mais c'est une bonne base de départ. Je le fais pareil sur les controverses autour de l'alimentation carnée. Enfin voilà, pour un sociologue, c'est tout à fait intéressant d'aller inviter les ingénieurs et les étudiants plus généralement. Donc là, c'est pas sur le volet technique que je réponds, mais plutôt sur la manière dont on utilise notamment les ressources Internet et des outils simples de veille documentaire pour se briefer rapidement et prendre connaissance des différentes positions sur un sujet donné. Ensuite, j'imagine que on a des spécialisations où l'informatique est plus présente, notamment à Dijon. On est un lieu où on travaille beaucoup sur la conception des logiciels, tout ce qui est tout ce qui a trait à l'agriculture de précision. On est, je pense, très, très, très en pointe sur ce volet-là. Il y a beaucoup de conception d'outils informatiques et surtout je crois, tout ce qui est capteur, GPS, etc. Il y a beaucoup d'expérimentation. Voilà. Mais c'est une réflexion à avoir peut-être plus transversalement aux entrées disciplinaires. Bien, merci. Peut-être qu'on pourra prolonger la discussion sur ce sujet, puisqu'on est ensemble sur toute la journée. Je vais arrêter là les questions et laisser la parole à Hervé Pillot, dont j'ai oublié de dire au départ qu'il occupait un statut particulier puisqu'il est sur cette table ronde grand témoin. C'est la raison pour laquelle vous l'avez peu entendu. L'idée, c'est de nous faire une petite synthèse et un petit commentaire sur ce qu'il a entendu, compte tenu de ses grandes connaissances du numérique dans l'agriculture. Donc, je vous laisse la parole. Merci, grande connaissance, je ne sais pas, j'ai mon point de vue et les propos que je vais vous donner derrière ça n'engagent que moi. J'ai pris la parole au milieu, c'était pas vraiment prévu, parce qu'effectivement, je voyais les choses tourner de façon pas qui me faisait peur, mais j'ai senti à un moment au début, ça n'a pas été le cas après, un espèce de déni de rupture. Il faut l'accepter, la rupture. Je pense que j'ai l'habitude de dire quand je fais des interventions, des conférences, je commence à en faire un petit peu depuis l'apparition du livre, qu'il y a 3 temps, il y a une révolution, une rupture et une renaissance. La révolution, c'est le numérique, et c'est particulièrement le numérique rentré partout dans les foyers. La bifurcation, moi je la mets le 29 juillet 1975, le jour où Wozniak a tapé une lettre sur un clavier et a vu cette lettre sur l'écran. C'est là qu'il a inventé le premier personal computer. L'informatique existait avant, mais là, c'est là qu'on a commencé à prendre conscience que ça allait rentrer dans tous les foyers. IBM, qui était le majeur de l'époque de l'informatique, s'est moqué d'eux. Il n'a pas cru. Donc Wozniak, c'était l'associé de Steve Jobs. C'est là qu'ils ont créé l'Apple I et que je pense tout est né et tout ce qu'on vit depuis. Pourquoi c'est une révolution? Ça génère beaucoup d'innovations. Tous les jours, on voit des quantités de choses arriver. Ça a changé, ça a été dit là, fondamentalement la communication, qui est passée de communication qui était totalement descendante à une communication qui est beaucoup plus peer-to-peer, où on échange, où chacun a quelque chose à dire. Alors pas toujours que des belles choses, c'est ce qui nous met des fois sur la retenue, mais c'est ce qui fait aussi que les uns et les autres, qu'on est là, agriculteurs, on essaye d'y mettre des belles choses pour laisser moins de place aux moins bonnes. Et la grande révolution, je pense, on l'a peu évoqué, mais ce sera le cas dans la journée, c'est le changement dans l'information, la façon de l'émettre et de la recevoir, la façon de la stocker et la façon de la travailler. C'est le big data. Alors la rupture, après, c'est Internet. Pourquoi Internet change de rapport au temps, change de rapport au territoire, change les rapports entre les gens. Mais tout ça peut faire peur si ce n'est pas utilisé à bon escient, et c'est parfois le cas. Et là, va arriver cette renaissance. Il y a 3 mots, moi, qui paraissent totalement angéliques maintenant, mais qui vont devenir des vraies valeurs économiques. C'est la bienveillance, c'est la transparence et c'est la confiance. Retenez bien ça. Il faut absolument avoir ces 3 éléments-là pour demain être présent.
Et il y a deux tendances qu'on voit se dessiner maintenant, on l'a vu là. Ce qui fait peur un peu, c'est de voir les choses se concentrer vers les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. On pourrait faire un parallèle à l'agriculture. En agriculture, il y a peut-être des représentants de ces entreprises-là, et c'est juste des exemples, parce que ce n'est pas leur camp actuellement, ou pas toujours. C'est Monsanto, c'est John Deere, c'est Lely, c'est quelques autres. C'est vrai qu'on a une certaine crainte de voir la technologie et puis derrière les données et d'être un petit peu à la merci de ces entreprises-là. Et il y en a une autre qui est la vision très collaborative des choses. Je pense que, et ça je l'ai senti tout à l'heure dans les interventions qui étaient faites, notamment que ce soit par Denis ou par David, que vous êtes totalement rentré là-dedans. Et le fait de vouloir créer par exemple du lien humain à travers l'utilisation des technologies est très important. C'est pour ça qu'il faut accepter cette rupture pour l'emmener vers cette nouvelle forme d'économie collaborative. Je vous invite à aller voir, certains parmi vous, je suis sûr le connaissent, un think tank qui s'appelle WeShare, qui travaille énormément sur l'économie collaborative. C'est pas de l'angélisme, c'est pas ce que certains ont vu de ma génération, Christiane, moi qui ai des cheveux blancs, dans les années 70, qui étaient les hippies, qui étaient Woodstock et tout ça, quand même penser que c'est de là que c'est né. Hein. C'est de là que les choses sont... si vous allez voir Fireman à côté de Las Vegas dans l'été, vous verrez ce que ça peut donner. Et ça, c'est né un peu de ça, mais ça devient une véritable économie, une véritable nouvelle vision de l'économie. Ça, c'est très généraliste. Et l'agriculture ne va pas échapper à ça. Je pense même que l'agriculture, on peut la mettre au cœur de tout ça. Les trois préoccupations du XXIe siècle, pour moi, ça sera l'énergie, la santé, l'alimentation. Si avec tout ça, on n'est pas capable, nous, de mettre l'agriculture, notre métier, au cœur du dispositif, je dirais que c'est qu'on n'est pas bon. Et la nouvelle génération d'agriculteurs le fera. Le challenge, il est où? Il est que les belles organisations qu'on a construites depuis les années 60, sur ce modèle-là collaboratif, quand on les regarde bien, c'est qu'elles soient capables de rentrer dans cette disruption. C'est un vilain mot, c'est un mot anglais qu'on a du mal à traduire, de façon à pouvoir évoluer avec les nouveaux outils. Il y a un slogan qu'on voit apparaître depuis quelques semaines qui est « Disrupt for not be disrupted ». C'est-à-dire, mis autrement, vous connaissez tous Uber ou Airbnb, soyez vous-même ubérisateur ou construisez ces plateformes collaboratives pour pas demain être ubérisé vous-même. Le problème d'Uber qui est catastrophique pour les taxis, Uber gagnera. Moi, j'ai pas envie que demain, il y en a déjà qu'on voit arriver des Uber de l'agriculture. Ceux qu'on voit arriver, moi, ils m'enchantent. On a un dans la salle un petit peu, là déjà, qui est là, qui revoit les choses. Et d'autres que je connais aussi. Il faut absolument qu'on prenne ça en compte pour voir les choses de la même façon. Donc moi, ce que je voudrais en retirer de cette table ronde, c'est que acceptons la rupture et faisons en sorte de la rendre jolie, de ne pas en avoir peur pour en faire quelque chose de beau demain. Bien, merci Hervé. Je vous propose donc qu'on s'arrête là. Donc vous avez tous le programme. Et puis Hervé nous a proposé une transition sur les big data et notamment la question du conseil à l'occasion, discussions qui auront lieu à l'occasion des deux autres tables rondes notamment. Merci à vous.